Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la campagne électorale dans sa dernière ligne droite au Sénégal. J-4 avant la tenue de l'élection présidentielle. 5 candidats sont en lice, parmi lesquels le président sortant Macky Sall qui vise une réélection dès le premier tour. On en parle dès le début de cette émission. Les poursuites des négociations entre le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais, peut-être les derniers réglages avant la conclusion d'un accord d'appui financier en vue de permettre à la République du Congo de redresser son économie affectée par la baisse des revenus pétroliers. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Loza Selachié. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, à vos côtés Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Et sur ce plateau également, Tiefin Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sociologue de l'éducation. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. La campagne bat son plein au Sénégal. Durant près de 20 jours, les 5 candidats ont pu prendre le pouls du pays avant le premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu dimanche prochain, le 24 février. Madické Niang, Issa Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et bien sûr le président sortant Macky Sall, puis que quelques jours avant la fin de la campagne électorale. Et dans cette dernière ligne droite, le chef de l'État sortant qui vise une réélection dès le premier tour s'est arrêté ce lundi à Thiès. Voyez ce reportage. Notre correspondant El Hadjoun Diaye. Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, était dans la capitale du rail pour boucler son 15e jour de campagne. Le président sortant promet aux Thiessois d'accorder une oreille attentive à leur ville. La réhabilitation du chemin de fer est l'une de leurs doléances. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu le klaxon du train. Mais sachez que ce sera ma priorité dès le mois d'avril prochain. Je vais redonner à Thiès non seulement son rôle de carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour universitaire. Pour ce faire, le candidat Macky Sall compte augmenter le financement dans le cadre de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Durant ce meeting, Macky Sall a promis aussi de renforcer le réseau de distribution d'eau dans la région, sans oublier le secteur de l'habitat. Ce qui reste, ce sont les habitants de Mbour 4. Qui avaient des problèmes d'habitat. J'avais donné des instructions au gouverneur de la région pour que cette zone soit déclassifiée et que vous ayez des titres fonciers pour habiter. Le président sortant a exhorté ses partisans à se rendre dimanche prochain massivement aux urnes afin de voter le candidat qui a un programme pour Thiès et qui a le financement. Alors, le président Macky Sall qui vise donc toujours une réélection dès le premier tour. Alors, un scénario qui n'est pas totalement impossible. En tout cas, si on se réfère au dernier sondage Emmanuel Dupuis, le tout est donc de savoir qui de l'opposition pourrait éventuellement peser dans le rapport de force. C'est donc toute la question, Emmanuel Dupuis. Alors, certains analystes disent que le match est déjà joué. D'ailleurs, certains de ces analystes étaient présents lors de l'avant-dernier meeting du président à Bignona en Casamance. Je pense notamment à Robert Bourgi qui a déjà annoncé le résultat en disant que c'est même pas la peine d'aller au vote puisque le président sera réélu avec 54 à 55% des voix. Non mais plus sérieusement, ce scrutin est intéressant à plus d'un titre. Premièrement parce que ça a été évoqué, la question des infrastructures est quand même une question qui revient de manière assez récurrente, et c'est logique, puisque dans le cadre du projet qui était celui que dans lequel le président Macky Sall s'était inscrit, c'est-à-dire la réalisation du projet Sénégal émergent et le réseau 2035, il y a un certain nombre de manquements ou un certain nombre de pages encore à écrire, quand il évoque notamment les infrastructures routières, nonobstant la création du pont transgobien, nonobstant les 2 voies de chemin de fer, Dakar-Tambacounda, Ziguinchor ou Paris-Bamako qui veut relancer. Mais il y a, au-delà de tout ça, effectivement, un intérêt très particulier à regarder sur les candidatures émergentes. Je pense notamment à celle d'Ousmane Sonko, qui fait une campagne moderne, dynamique, utilisant les réseaux sociaux, avec, là aussi, faut-il le rappeler, une population qui, pour 60%, a moins de 25 ans, et donc qui aspire peut-être à un changement. Je ne suis pas certain que les urnes prononceront ce changement, mais un changement de rapport à la relation politique.
je pense notamment aussi au fait que cette élection préfigure d'emblée le vrai scrutin qui délimitera ou qui départagera la vie politique sénégalaise, c'est-à-dire celui de 2024. D'une certaine façon, on est déjà en train de faire l'élection 2024, avec l'émergence de forces politiques qui sont en train de s'apparenter ou qui sont en train de se rapprocher, les uns avec Macky. Je pense à la maire de Podor, Aïssata Talla Sall, qui a déclaré qu'elle soutenait le président Macky Sall. Je pense à d'autres, comme le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ou l'ancien président Pape Diop, qui ont déclaré qu'eux soutiendraient Idrissa Seck, ou un certain nombre d'autres, Ousmane Sonko, qui a vu en prison Khalifa Sall il y a de cela quelques jours. Donc on voit bien qu'il est en train de se reconstituer en dehors du président, qui sera vraisemblablement élu dès le premier tour, une recomposition politique à l'horizon 2024. Et c'est ça qui est intéressant. Alors en tout cas, vous, le premier tour, vous y croyez. Une réélection peut-être dès le premier tour, Loza Sélachié. Mais est-ce qu'on regarde des récents soutiens, notamment apportés à Idrissa Seck? Est-ce que ce ne sont pas là des éléments qui pourraient éventuellement perturber, contrecarrer la volonté du président sortant, qui a reçu notamment le soutien de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, qui lui a été évincé de cette présidentielle? Oui, bien sûr, c'est significatif, mais je suis quand même assez d'accord avec monsieur, parce que, d'une part, les nouvelles lois électorales sur le nombre minimum de signatures nécessaires pour avoir le droit de déposer sa candidature, les nombreuses modifications qui ont été faites sur le plan législatif ont exclu un bon nombre d'acteurs qui auraient pu être de nouveaux acteurs et de nouveaux acteurs dynamiques qui auraient pu soutenir la tendance de M. Sonko ou de M. Issa. Donc effectivement, je pense que là, c'est juste le début pour 2024, mais en réalité, je ne pense pas que ça aura une conséquence immédiate. Pour la suite, il s'agit aussi du fait que ces deux nouvelles personnes sur la scène politique sénégalaise ne sont pas issues de grands partis, et c'est bien la première fois depuis 88 où le PDS est exclu, où le PS est exclu et où il n'y a que 4 candidats. Je pense qu'il devait être 14 aux dernières élections. Donc je comprends cette nouvelle loi électorale qui a envie de quelque part concentrer les pouvoirs politiques et de ne pas avoir un nombre infini de candidats, mais quelque part c'est aussi un danger aux nouvelles voix qui seraient importantes aussi pour le futur du Sénégal, je pense. Tiefling Sissoko. Alors moi je pense que là, quand on regarde un peu cette actualité de l'élection présidentielle au Sénégal, on observe quand même un président sortant, Macky Sall, donc qui se présente pour sa réélection, un président battant, un candidat qui est très battant. On l'a vu en train de danser avec la foule, on l'a vu aussi il n'y a pas très longtemps en train de courir en fait avec la population. Donc c'est quand même quelqu'un qui utilise aussi les moyens modernes aussi dans le cadre de cette élection présidentielle. En vous écoutant, tout d'un coup, je me suis dit, à chaque fois qu'il y a une élection comme ça en Afrique, puisque ces derniers temps, il y a eu pas mal d'élections, il y a eu le Mali, il y a eu le Congo, ensuite, maintenant, on se retrouve au Sénégal. À chaque fois, il y a les espoirs. Il y a l'espoir que le phénomène Macron qu'on a vu en France se mette en place, c'est-à-dire une personne qui sort de nulle part et tout d'un coup devient président de la République. Et cet espoir, finalement, malheureusement, on n'arrive pas à observer cela dans ces pays du monde, puisque Macky Sall, qui est devenu président de la République il n'y a pas longtemps, mais il était là depuis une éternité, en fait, au sein du pouvoir. C'était le soutien de Abdoulaye Wade. Il a été ministre plusieurs fois au sein de son régime, et puis il a même été Premier ministre. C'est à la suite d'un différend que finalement il est parti président de l'Assemblée nationale pour préparer son élection et être candidat. Donc j'ai envie de dire la même chose que vous, que les jeux sont faits d'avance dans la mesure où Macky Sall, finalement, il va se présenter au premier tour et il risque d'être élu dès le premier tour, parce que en face, quand on regarde l'opposition, finalement, il n'y a aucun personnage qui se dégage malgré les soutiens qui ont été manifestés. Il n'y a aucune personne qui peut finalement déstabiliser cela, quels que soient les moyens modernes qui sont utilisés dans le cadre de l'élection. Donc j'ai l'impression que finalement, quand on a les mains sur l'économie du pouvoir, et quand on est un président sortant dans ce type de pays, c'est extrêmement difficile d'être battu, même si l'histoire nous montre que Abdoulaye Wade a été battu quand même
puisqu'il se présentait pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que l'on peut regarder de ce bilan, puisque Macky Sall, il a un bilan aussi dans le cadre de l'élection, un bilan qu'il a défendu sur le plan social, donc il annonce, c'est l'équipe de campagne qui l'annonce, des avancées majeures sur le plan social, sur le plan des infrastructures, Emmanuel Dupuy. Surtout sur le plan des infrastructures, c'est sur ce point que le président sortant insiste plutôt sur ce point-là, effectivement. Oui, il en parle beaucoup sur les infrastructures, mais sur le plan social aussi, il parle de la couverture médicale, en fait, universelle, et puis surtout des allocations qui sont proposées auprès des familles modestes. Et dans le domaine de l'éducation et de l'emploi, malheureusement, je crois que là où ses adversaires peuvent beaucoup encore l'attaquer, c'est sur ces questions, puisque les promesses qui ont été faites en termes de création d'emplois n'ont pas été toutes assumées et puis réalisé aussi. Emmanuel Dupuy. Non, mais moi je partage l'ensemble des éléments qui ont été évoqués. Je crois qu'il y a quand même un autre élément à retenir dans ce scrutin, c'est la place de la périphérie et la place des régions. D'ailleurs, le président Macky Sall l'a répété à Thiès ou dans ses précédents meetings, il faut désenclaver une bonne partie du Sénégal. Et donc c'est la raison pour laquelle l'avantage du président a été le soutien des hommes du Sud, et notamment de Casamance. Abdoulaye Baldé, le député maire de Ziguinchor, le président d'une union centriste sénégalaise, qui a apporté au président Macky Sall cette notion justement de l'homogénéité territoriale, qui n'était pas forcément d'emblée marqué par les les 4 années précédentes, les 3 années et demie précédentes de son mandat. Donc ça, c'est un élément intéressant, c'est-à-dire que le jeu politique n'est pas forcément à Dakar, il n'est pas forcément à Saint-Louis, il est en train d'être unanimement réparti vers les provinces qui ont été jusqu'à présent délaissées. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a décrété la Casamance comme une zone touristique prioritaire ou d'investissement économique prioritaire. Le pont transgambien, aidé évidemment par la résolution de la crise en Gambie, par évidemment aussi, après 30 ans de guerre civile ou de guerre civile larvée, une vraie résolution, une stabilisation et une négociation en tout cas avec le mouvement rebelle du mouvement des forces démocratiques du Casamance. Donc il y a vraiment là, je pense, cet élément qui apparaît avec cette volonté de désenclaver la voie de chemin de fer, les 2 voies de chemin de fer, nord-sud et de Dakar jusqu'à Bamako. Elle existe déjà depuis 1924, mais jusqu'à présent, elle a totalement disparu. Et puis après, à côté de tout ça, bien sûr, il y a l'image, ou du moins le différentiel de perception qu'on a du président Macky Sall. À l'étranger, le président Macky Sall apparaît comme quelqu'un qui a une vocation à incarner un leadership régional dans la sous-région, dans la CEDEAO, vis-à-vis de la question sécuritaire. Il n'est pas membre du G5, mais il y contribue quand même. Il y a un contingent sénégalais qui est présent au sein de la MINUSMA au Mali, alors même qu'il y a sans doute eu des lacunes ou en tout cas des retards dans les attentes d'un certain nombre de corporations. Les étudiants, les pêcheurs, un certain nombre de doléances qui se sont faites sur les transporteurs routiers notamment. Oui. Et donc il y a toute une série comme ça de sujets que cette campagne en fait a révélé, parce que tous les candidats l'ont adressé, la question du statut des étudiants, la question des frontières, la question de la migration, et que, me semble-t-il, encore une fois, cette campagne a énoncé, mais qui sera vraiment l'enjeu des 4 prochaines années, vers 2024, où là, me semble-t-il, le président Macky Sall sera sans doute dépassé par des responsables politiques qui se seront structurés territorialement sur le net et qui auront pris de l'assurance et de la crédibilité. Leusa Selachié. Alors sur le volet de la croissance, les chiffres sont bons. Quand on dit qu'il y a en moyenne 6% de croissance depuis 2015, c'est pas mal. Quand vous parlez du pont Sénégambie, c'est très bien aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'il a le soutien des périphéries, comme vous dites, parce qu'il y a ces infrastructures qui sont visibles. Mais il faut quand même se poser la question de est-ce que c'est une croissance, une croissance inclusive? Est-ce que la qualité de vie du Sénégalais moyen est touchée par ces choses-là qui permettent peut-être
plus de commerce, plus d'échanges. Mais sur le fond, je ne serais pas surtout totalement... je me permets de vous compléter, ils ont été lancés et inaugurés très récemment. Oui, et c'est très bien sur le plan de la communication parce que M. Macky Sall dit, bon, regardez, j'ai déjà le financement pour la deuxième partie du plan Sénégal Émergence, vous n'avez qu'à voter pour moi et puis je m'en occuperai. Et il y a aussi eu son investiture où, en tout cas personnellement, j'étais assez surprise de voir pas mal de présidents africains présents alors que c'est en soi un État souverain qui n'a pas à avoir la présidence de M. Ouattara ou d'autres pour investir un candidat à la présidentielle. Ça, c'est pour le volet croissance, mais pour le volet régional, où vous dites que M. Macky Sall représente une figure importante, tout ça, il est perçu comme ça. Non, mais je ne le conteste absolument pas. Je dis juste que je ne suis pas sûre qu'il... au niveau des priorités, je pense qu'il y a un enjeu fondamental qui est que le Sénégal est à 90% musulman et constitue un terrain de jeu très, très, très important entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. À titre d'exemple, minime, mais à titre d'exemple, quand il dit qu'il aurait envoyé 2100 soldats au Yémen, par exemple, pour combattre aux côtés des troupes de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas très, très positif sur le plan international. On ne comprend pas trop pourquoi il est impliqué dans cette situation. Alors, ça laisserait à penser qu'il n'est pas complètement indépendant aussi, de par aussi le fait qu'il ait délaissé une grande partie de l'éducation et du social, qui sont des secteurs privilégiés pour l'intervention de l'Arabie Saoudite pour étendre sa zone d'influence ou son idéologie dans la zone. Emmanuel Dupuy. En complément, c'est oui. Pas forcément que entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est entre l'Arabie Saoudite et le Qatar d'abord, parce que c'est vrai que le Sénégal devient le théâtre de la conflictualité du reste du monde. Et évidemment, quand le Sénégal est sollicité par l'Arabie Saoudite pour rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran, évidemment, on peut se poser la question, effectivement, de la souveraineté ou de ce qu'il y a derrière. C'est très clair, hein, le Sénégal participe à l'opération au Yémen depuis 2015, au même titre que le Maroc, au même titre qu'un certain nombre d'autres pays, de par l'appartenance à l'Organisation de la coopération islamique. Donc, statutairement, c'est discutable, mais institutionnellement, c'est comme ça qui justifie leur participation. Mais là où vous avez raison, c'est vrai qu'il y a sans doute une face cachée dans tout ça, c'est l'influence exogène, extérieure d'un certain nombre de pays qui jouent ou qui profitent d'un certain nombre de doléances qui n'ont pas été assumées, qui n'ont pas été adressées, répondues. La question évidemment de l'inclusion, la question je le dis autrement, de l'exclusion, la manière dont on ne traite pas l'exclusion, qui aboutit à de l'injustice, qui peut aboutir à une remise en cause de la légitimité de l'État, qui peut aboutir à des palliatifs criminels ou degrés supplémentaires, organisations terroristes. Oui, ça c'est une question qui, à mon avis, devrait préoccuper le Sénégal. Encore une fois, elle n'est pas totalement absente ou pas totalement exclue de la sécurité qui touche l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Alors, je crois que Tiefing Sissoko voulait intervenir, mais on va marquer une très courte pause et je vous laisserai très largement la parole donc, sur cette question du Sénégal. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.